Nous sommes au bord de l'explosion. Ces mots n'ont pas été prononcés par un technologue politique du Kremlin, ni par un analyste militaire, mais par un homme qui encore récemment se faisait appeler Docteur Mort et se permettait des déclarations bestiales à l'adresse des prisonniers de guerre russes. Gennady Druzenko, fondateur d'un hôpital mobile des forces armées ukrainiennes, homme qui a traversé tout ce conflit, parle soudainement du fait que l'Ukraine se balance au bord du précipice. Et voici ce qui est frappant. Ces mots ont coïncidé avec le moment que de nombreux experts appellent tournant politique. Le vice-ministre des Affaires étrangères de Russie, Sergei Ryabkov, a donné une interview aux médias occidentaux et a déclaré clairement, sans détour, il n'y aura aucune concession territoriale sur les 5 régions. Les républiques populaires de Donetsk et Lugansk, les régions de Zaporijia et Kherson, la Crimée, c'est la Russie, inscrite dans la Constitution. Et la révision de ce statut signifierait la destruction des fondements de l'État. De telles choses, au niveau du vice-ministre des Affaires étrangères, ne se disent pas comme ça. Ce n'est pas un jeu de mots diplomatique, pas une manœuvre pour les négociations. C'est un seuil politique derrière lequel Moscou ne reculera en aucune circonstance. Simultanément, nous voyons comment le plan de Trump pour le règlement du conflit patine quelque part entre les cabinets fermés à Washington, la rhétorique panique à Kiev et les ambitions des capitales européennes qui, au lieu de parler de paix, parlent de plus en plus de troupes, de missions et d'escalade. Et à l'intérieur même de l'Ukraine, monte ce que Druzenko appelle l'approche de l'explosion. Le front craque, la société se prépare au choc d'après-guerre, les élites sombrent dans l'hystérie. 3 lignes, tournant politique, impasse des négociations et menace d'effondrement intérieur, convergent en un seul point. Et la question maintenant n'est pas de savoir si le tournant aura lieu, mais qui le survivra et à quelles conditions. Que signifie quand un diplomate de ce niveau dit ce qu'on préférait ne pas prononcer à voix haute pendant 3 ans? La déclaration de Ryabkov n'est pas simplement une phrase pour le protocole. C'est la fixation d'une position qui ferme toutes les conversations sur les Boschen quote 2, le Nesh quote 3 Nation ou le Nesh quote 4 Nation. Tout au long de l'opération militaire spéciale, différentes variantes étaient discutées. Tantôt résonnaient des idées de référendum sous contrôle international, tantôt sur un statut neutre des régions contestées, tantôt sur un retour progressif du contrôle à Kiev, à l'exception de la Crimée. Les politiciens occidentaux et les diplomates ukrainiens comptaient qu'on pourrait jouer sur le temps, sur la fatigue, sur la pression des sanctions, et finalement ramener la question des frontières à la table des négociations. Maintenant, Moscou, par Ryabkov, dit directement « Cette table est fermée ». Les 5 régions sont une partie inaliénable de la Fédération de Russie, dont le statut est inscrit dans la Constitution. Et la révision de ce statut signifierait non pas simplement un pas politique en arrière, mais un coup porté au fondement même de l'État, à la légitimité de tout le système de pouvoir. Pour tout État, la Constitution n'est pas simplement un document, c'est un contrat entre le pouvoir et la société, entre le passé, le présent et l'avenir. Et quand des territoires sont inscrits dans la Constitution, cela signifie qu'ils deviennent partie de l'identité nationale, partie de ce pourquoi le pays est prêt à aller jusqu'au bout. Ryabkov a désigné précisément ce seuil. Il n'y aura pas de marchandage, il n'y aura pas de compromis, il n'y aura pas de retour aux négociations sur le statut de ces régions. Cela change cardinalement la donne pour tous les acteurs. Kiev et l'Occident comptaient qu'on pourrait faire pression par les sanctions, les livraisons d'armes, l'isolement diplomatique, et qu'à un moment, Moscou ferait des concessions. Maintenant, il devient clair, cela n'arrivera pas. La Russie a désigné l'objectif final publiquement, durement et sans variante. Et cela signifie que toutes les négociations ultérieures ne porteront pas sur Dasheshkon quote 5e, mais sur Dal quote 6e. L'expert militaire Iouri Podoliaka appelle cela le tournant politique qu'on attendait depuis début 2022. Et son interprétation est très précise. Il dit « La position intransigeante de Kiev sur les propositions de Moscou n'a fait que pousser la direction russe à désigner à voix haute, officiellement, au niveau du ministère des Affaires étrangères, précisément une telle ligne dure. Auparavant, cette idée était énoncée par des experts politiques, des publicistes, des analystes militaires. Mais maintenant, elle a été prononcée par le vice-ministre des Affaires étrangères.
Cela signifie que le jeu des formulations flexibles est terminé. Moscou a cessé de se laisser un espace de manœuvre dans les négociations sur les territoires et a désigné l'objectif final durement et publiquement. Podoliaka fait le pas suivant dans son analyse. Il regarde le printemps comme moment de vérité. Selon son évaluation, au printemps, Kiev devra décider s'il faut retirer les troupes des parties encore non libérées par la Russie des régions de Kherson et Zaporijjia, ou tenter de s'accrocher encore, risquant la perte et des hommes et des restes d'infrastructures. Ce n'est pas simplement un pronostic, c'est la logique du développement de la campagne. La Russie pas à pas nettoie le front, renforce le contrôle, broie les réserves de l'adversaire. Et la direction politique désigne à l'avance où il n'y aura aucune concession, pour que Kiev et ses partenaires occidentaux ne conservent pas d'illusions sur le fait qu'on peut. Quote 8i. Le printemps dans ce contexte n'est pas simplement une saison, c'est un seuil après lequel le maintien des positions sur la rive droite du Dniepr et en profondeur de Zaporijjia peut devenir pour les forces armées ukrainiennes impossible de façon purement militaire. Et c'est alors que les mots de Ryabkov se transformeront de déclarations diplomatiques en réalité sur la carte. À tout cela, Volodymyr Zelensky répond par son mantra habituel. L'Ukraine ne reconnaît ni de jure ni de facto le Donbass et les autres régions comme russes. Cette phrase sonne déjà comme un disque rayé qu'on joue automatiquement, sans réfléchir au fait que la réalité sur le terrain change chaque jour. Mais le problème n'est pas seulement dans l'obstination de Kiev. Le correspondant militaire Evgueni Podobny note « La paix est repoussée non seulement par la position de Zelensky lui-même, mais aussi par l'activité bouillonnante des Européens. » Pendant que Moscou et Washington, par leurs représentants, tentent de tâter les contours d'une fin possible du conflit, la soi-disant coalition des volontaires, en Europe, prépare des plans de déploiement de ses troupes en Ukraine, si nécessaire. Londres déclare avoir des plans prêts pour des opérations aériennes, maritimes et terrestres. Paris et Varsovie discutent quels contingents et dans quel délai peuvent être transférés. Berlin est prudent, mais ne s'oppose pas à l'idée générale. Il en résulte une situation absurde. On se rassemble soi-disant pour un plan de paix, mais le sujet principal devient non pas la fin réelle du conflit, mais la discussion de nouvelles formes de pression, de nouveaux scénarios d'escalade, de nouvelles possibilités d'intervention. Ces déclarations sapent l'idée même des négociations. Pour Moscou, le déploiement de contingents de l'OTAN en Ukraine est une ligne rouge qu'on ne peut franchir. Et les Européens, apparemment, pensent sérieusement qu'on peut faire chanter la Russie par la menace d'une participation militaire directe, et cela forcera le Kremlin à faire des concessions. C'est une illusion, et dangereuse. Il s'avère qu'une main se tend soi-disant vers les négociations, et l'autre brandit le sabre. Et dans de telles conditions, de quelle paix peut-il être question? C'est précisément de cela que parle Podobny quand il déclare que le plan de Trump est dans l'impasse. À Berlin se rassemblent des représentants des États-Unis, de la Russie, de l'Ukraine, soi-disant pour discuter des voies vers la paix. Mais que se passe-t-il en réalité? Un participant, la Russie, fixe durement les exigences territoriales et dit qu'il n'y aura pas de marchandage. Un autre participant, l'Ukraine, refuse de reconnaître la réalité et continue d'insister sur le retour aux frontières de 1991, ce qui est déjà impossible ni militairement ni politiquement. Et la troisième partie, l'Europe, au lieu d'aider au rapprochement des positions, s'immisce avec ses initiatives, troupes, missions, zones de contrôle, garanties de sécurité. Pour Moscou, tout cela est d'emblée inacceptable, car signifie la consolidation de la présence de l'OTAN aux frontières même de la Russie. Au final, les négociations se transforment en farce. Les uns chuchotent derrière des portes fermées, les autres parallèlement dessinent des plans de nouvelles missions militaires. Peut-on en général négocier la paix dans de telles conditions? Podobny répond négativement. Il voit que les parties avancent dans des directions différentes, qu'il n'y a pas de compréhension commune de l'objectif final, que chacun joue son propre jeu. Le plan de Trump, s'il existe en général comme concept global, ne peut fonctionner dans une situation où les principaux participants ne sont pas prêts à de vrais compromis. Moscou ne reculera pas de ses exigences territoriales. Kiev n'est pas prêt à les reconnaître. L'Europe tente de faire la démonstration de force là où elle n'existe pas. C'est une impasse
dont on ne voit pas encore la sortie. Et sur fond de cette impasse, se déroule en Ukraine même un tableau de plus en plus inquiétant. Et ici, il faut s'arrêter en détail sur la figure de Guennadi Druzenko. Cet homme est connu pour ses déclarations bestiales à l'adresse des prisonniers de guerre russes. Il se permettait des formulations franchement nazies, ce qui lui a valu le surnom de « Quote 13 ». Mais maintenant, il ne parle pas de comment tuer les ennemis, mais du fait que l'équipe de Zelensky mène le pays à la catastrophe. Il déclare ouvertement « Les négociations dans leur forme actuelle signifient pour Kiev une capitulation ». Et ensuite, il dessine des scénarios qui glacent le sang. Au mieux, un coup d'État militaire réussi qui balayera le pouvoir actuel et amènera une nouvelle direction capable d'accepter la réalité. Au pire, un complot raté, l'effondrement des structures étatiques, l'atamanie, quand chaque commandant de terrain commencera à contrôler son bout de territoire, et une nouvelle ruine qui transformera l'Ukraine en zone de chaos pour des décennies. Résonne la phrase Njoi Quote 14. Et ce n'est pas une métaphore, c'est un diagnostic. Druzenko voit que le front craque, que l'argent occidental n'est pas infini, que le pari sur une guerre éternelle ne marche pas. Il comprend que la société est fatiguée, que les élites se déchirent pour le pouvoir et les ressources, que l'armée s'épuise. Et il tente de se faire entendre de ceux qui sont encore capables d'écouter. Si on ne change pas de cap maintenant, si on ne commence pas à penser à une issue réelle du conflit, l'Ukraine attend une explosion. Politique, sociale, peut-être aussi militaire. Ce ne sont pas simplement les émotions d'un personnage. C'est un symptôme. Une partie de l'élite ukrainienne commence à réaliser que la partie est perdue, qu'il faut chercher des voies pour minimiser les dégâts et non continuer à pousser le pays dans le précipice. Mais le problème est que la ligne officielle de Kiev reste pour l'instant la même. Aucune concession, lutte jusqu'à la victoire, retour de tous les territoires. Et la réalité ne demande pas si tu es prêt pour elle. Elle arrive simplement. Et c'est là que Druzenko ajoute encore un sujet qui rend le tableau encore plus sombre. Il parle de ce qui attend l'Ukraine après la fin des opérations militaires. Il appelle cela les Quote 15. Qu'est-ce que cela signifie? Actuellement, chaque deuxième hryvnia du budget ukrainien est une injection occidentale. Subventions directes, crédits, bourses, aide humanitaire, tout cela maintient l'État à flot. Mais que se passera-t-il quand les opérations militaires se termineront? L'argent occidental commencera à se réduire, car la guerre est un produit médiatique qui retient l'attention et justifie les dépenses. Et après la guerre, l'intérêt chutera, les priorités se déplaceront, et l'Ukraine se retrouvera seule avec ses problèmes. Infrastructures détruites, économie épuisée, dette extérieure colossale. Et sur ce fond apparaîtra encore un autre problème, les vétérans armés. Des dizaines, peut-être des centaines de milliers de personnes pour qui la guerre est devenue une profession. Ils savent tuer, ils ont traversé l'enfer des tranchées et des assauts, ils portent en eux des traumatismes, de la rage, de la déception. Et ils resteront sans travail, sans soutien réel, sans perspective. Druzenko avertit, si l'État ne crée pas une politique des vétérans cohérente, s'il ne donne pas à ces gens la possibilité de revenir à la vie civile, ils deviendront un facteur d'explosion intérieure. Apparaîtront des groupes armés, des structures criminelles, des armées privées de commandants de terrain. Commencera une explosion de criminalité, de violence, de justice expéditive. L'Ukraine risque de se transformer en quelque chose de similaire à la Somalie ou au Yémen. Un État existant formellement à l'intérieur duquel règne le chaos et la guerre de tous contre tous. Ce ne sont pas des fantasmes, c'est un risque réel. Et Druzenko pose la question brutalement. Kiev est-il prêt pour un tel avenir? Si déjà maintenant les élites sont occupées par la lutte pour le pouvoir et les disputes sur les plans de paix, s'il n'y a pas de stratégie de reconstruction d'après-guerre, si les vétérans sont abandonnés à leur sort, alors la réponse est évidente, non prêt. Et donc les Quote 16 et l'explosion intérieure sont inévitables. Parallèlement à ces drames politiques et sociaux, se déroulent des événements sur d'autres fronts. À Novorossiysk, s'est produit un épisode qui montre clairement comment fonctionne la guerre de l'information. La partie ukrainienne a déclaré une attaque réussie par drone sous-marin sur un sous-marin russe dans le port. Sur le réseau sont partis des Bersan et Quote 17.
Sont apparues des photographies, les médias occidentaux ont repris le thème et ont commencé à dessiner le tableau d'un nouveau triomphe ukrainien. Mais le ministère de la Défense de Russie, par le représentant de la flotte de la mer Noire, a déclaré « La tentative de sabotage n'a pas atteint ses objectifs. Aucun navire et aucun sous-marin dans la baie n'a été endommagé. Le matériel et les équipages assurent le service en régime normal. » Puis ont été publiées des vidéos et des images satellites sur lesquelles on voit distinctement que la frappe a touché le quai et le submersible lui-même est resté intact. Même les médias ukrainiens qui habituellement ne lésinent pas sur les bulletins de victoire ont été forcés de reconnaître que l'opération des services spéciaux s'était avérée un échec. La cible n'est pas atteinte. Le résultat déclaré n'est pas obtenu. Cet épisode est une parfaite illustration de comment se construit la guerre informationnelle moderne. D'abord, on lance l'image. Attaque, explosion, naufrage. Elle est reprise par les médias. Elle se répand sur les réseaux sociaux. Elle forme la perception nécessaire. Et puis, après quelques heures ou jours, il s'avère que la réalité était tout autre. Mais la première image a déjà fait son travail. Elle a créé l'impression. Elle a influencé les humeurs. Et même quand arrive le démenti, il n'a déjà plus la même force. L'image informationnelle se construit plus vite que la vérification des faits. Et la réalité finit par frapper la réputation de ceux qui se dépêchent de déclarer la victoire. Dans le cas de Novorossiysk, c'est précisément ce qui s'est passé. La déclaration retentissante s'est retournée en échec honteux et même les propres médias n'ont pu cacher la vérité. Déplaçons-nous maintenant sur le front terrestre où l'attention est rivée sur la région de Kupiansk. Les analystes notent que la situation y reste stablement tendue, mais s'éclaircit progressivement. La partie ukrainienne a tenté d'appliquer la tactique que les troupes russes utilisent avec succès sur différents secteurs du front. Micro-accumulation de forces dans les banlieues, avec attaque ultérieure de petits groupes d'assaut. L'idée consiste à amener discrètement dans la ville et les districts proches de petites unités d'infanterie, à s'ancrer dans les sous-sols, les ruines, les plantations forestières, puis à commencer à presser sur les points faibles de la défense, élargissant le contrôle pas à pas. L'idée en soi n'est pas dénuée de sens, mais sa mise en œuvre réussie nécessite énormément. Bonne préparation des groupes d'assaut, communication fiable, soutien d'artillerie coordonné, approvisionnement constant de munitions et présence de réserves pour développer le succès. La partie ukrainienne n'a rien de tout cela ou presque rien. En résultat, la tentative se transforme en combustion banale de l'infanterie sous le feu russe. Les groupes entrent, tentent de s'ancrer, mais on les découvre rapidement. On les couvre d'artillerie, on les achève par l'aviation et les drones FPV. Les pertes croissent, le résultat est nul. Et c'est là qu'entre en jeu la figure du général Drapati, commandant de cette direction. Il ne veut pas reconnaître que la décision était erronée, que la tactique ne fonctionne pas, que la ressource est épuisée. Au lieu de cela, il continue d'envoyer des hommes dans le hachoir, tentant d'une manière ou d'une autre de justifier le plan initial et d'obtenir au moins un succès. Mais l'activité générale des forces armées ukrainiennes dans la région chute, car les réserves fondent, le moral des unités se brise et le sens d'attaques ultérieures est de moins en moins présent. La tentative de reprendre Kupiansk, ou au moins une partie, patine clairement. C'est encore un exemple de comment un commandement qui refuse de reconnaître les erreurs transforme une initiative tactique en catastrophe stratégique. Les gens meurent, les ressources brûlent, et il n'y a pas de résultat. Et pour cela, personne ne veut encore répondre. Quand on rassemble toutes ces lignes ensemble, on commence à voir le tableau complet. Niveau politique, position dure de la Russie sur les territoires, impasse des négociations, agitation européenne avec les plans de déploiement de troupes. Niveau militaire, échec du sabotage à Novorossiysk, combustion absurde de l'infanterie près de Kupiansk, épuisement général des ressources ukrainiennes au front. Niveau social, hystérie des élites, aveu dans l'esprit, nous sommes au bord de l'explosion. Peur devant le chaos d'après-guerre et les vétérans armés sans avenir. Ce ne sont pas des sujets séparés qu'on peut examiner isolément. Ce sont des parties d'un seul tableau, et elles convergent toutes en un seul point. Le conflit entre dans une phase où les illusions sur Sidechaush, Quote 21 Guy disparaissent,
où les objectifs politiques de la Russie se fixent définitivement et publiquement, où chez l'adversaire commencent à s'effondrer, et le front, et l'économie, et la stabilité intérieure. Le tournant dans l'opération militaire spéciale n'est pas un combat, pas une attaque, pas une déclaration. C'est le moment où tout ensemble forme une nouvelle réalité qu'on ne peut plus ignorer. Moscou dit « Ces territoires sont nôtres, point final ». Kiev répond « Nous ne reconnaissons pas, mais nous ne pouvons pas changer la situation par la force ». L'Europe tente de jouer au chantage, mais comprend que les leviers réels d'influence sont de moins en moins nombreux. Et à l'intérieur de l'Ukraine, monte le sentiment que le système craque de partout, que la ressource est à bout, que le prix de la continuation de la guerre devient exorbitant. C'est cela le tournant. Non pas une ligne sur la carte, non pas une victoire ou défaite, mais l'ensemble de processus qui changent toute la configuration du conflit. Revenons au début. Nous sommes au bord de l'explosion. Le dur, aucune concession, du ministère des Affaires étrangères russe. La panique à Kiev, l'échec à Novorossiysk, le hachoir près de Kupiansk, l'impasse du plan de Trump, les jeux européens avec les troupes et les missions. Tout cela sont les maillons d'une même chaîne. Le tournant qu'on attendait depuis 2022 se manifeste non seulement dans les bulletins du front, mais aussi dans les mots des diplomates, dans les aveux paniqués des porte-paroles ukrainiens, dans la façon dont change le ton des politiciens occidentaux. Auparavant résonnait « L'Ukraine doit gagner, la Russie doit être punie, les frontières doivent être restaurées ». Maintenant, on entend de plus en plus souvent « Il faut chercher une issue, il faut penser à des scénarios réalistes, il faut se préparer à une nouvelle réalité ». C'est cela le signe du tournant. Quand même les ennemis commencent à parler, non pas de victoire, mais de comment éviter l'effondrement final. Que signifie pour vous le mot « tournant » ? Une ligne sur la carte qui s'est déplacée de quelques kilomètres ? Une phrase d'un fonctionnaire qui a résonné dans une interview ? Ou est-ce le moment où tous les processus, politiques, militaires, sociaux, arrivent dans un tel état qu'il n'y a plus de retour à l'ancien ? Quand dans un même fil d'actualité résonne « et nous n'irons à rien » et « nous sommes au bord de l'explosion » et des images de l'attaque ratée à Novorossiysk, il devient clair, le jeu est entré dans ce stade où les erreurs ne pardonnent pas et où la question n'est déjà plus de savoir s'il y aura un tournant, mais qui le survivra politiquement et physiquement. Les territoires inscrits dans la Constitution restent. Les tentatives ukrainiennes de changer la situation sur le champ de bataille échouent. Les négociations s'enlisent dans l'impasse entre positions incompatibles. Et à l'intérieur même de l'Ukraine, mûrit une explosion qui peut être plus terrible que tous les combats au front. C'est cela la nouvelle réalité. Le tournant a déjà eu lieu. Il reste seulement à le reconnaître et à commencer à vivre dans un monde où les cartes sont redistribuées.